Bienvenue à tous. Si vous aimez Jérusalem, si vous aimez la politique, si vous comprenez ou pas les enjeux qui se jouent dans cette ville, eh bien, nous avons décidé de mettre en lumière aujourd'hui une association importante qui s'appelle le Machon Strategia Letzionut, grâce à notre invité du jour, Nicolas Nissim Touboul. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on traduit Machon Strategia Letzionut ? C'est l'Institut pour une stratégie sioniste. Ok. Et en gros, c'est un centre de recherche, c'est ça ? C'est un centre de recherche, un centre d'action politique qui vient dire que justement Israël est très bon sur le court terme et qu'on manque des fois de cap, de stratégie donc de long terme. Et on essaie donc de remédier à ça. De remédier à ça. Ok. Alors, on a choisi de vous parler, non pas qu'on fait de la politique chez Qualita, pas du tout, mais c'est important de savoir dans quel monde on vit, quelles sont les institutions qui nous gouvernent, qui nous aident à vivre avec aussi nos voisins, parce que c'est un peu le cœur de votre action. Alors, qui a créé ce Machon ? Alors, le Machon a été créé autour du désengagement de Gaza en 2005. Et par Israël Harel, qui est donc un des fondateurs de Ofra, qui est un journaliste israélien. Et justement, face à ce traumatisme d'un gouvernement donc élu par la droite, et qui mène donc une politique de gauche. Et c'est cette volonté justement de remédier à ce problème qui est revenu plusieurs fois dans l'histoire récente d'Israël, et que l'Institut a été fondé. Et aujourd'hui, son président est Yoaz Hendel, qui est un ancien porte-parole de Benjamin Netanyahu, qui a un petit peu a pris ses distances avec lui, mais qui donc vient représenter une droite libérale au sein du paysage politique israélien. D'accord. Donc on comprend que c'est un institut qui focalise sur bien les questions de vie civile entre guillemets entre les Arabes israéliens, les Palestiniens, voire et les Israéliens, les Juifs israéliens. Alors vous, il y a plein de projets dans ce Machon. Il y a des projets de recherche, des façons d'imaginer la cohabitation à long terme. Mais vous n'êtes pas dans la recherche. Vous êtes vraiment dans le concret. Ouais, alors je suis plus dans l'action sur le terrain. C'est ça. Et je m'occupe, en gros, je suis donc coordinateur de 3 projets différents au sein de l'Institut. Et un d'entre eux, c'est un projet éducatif qui est destiné aux lycéens israéliens et qui sont donc amenés sur le court terme à s'engager. À s'engager à l'armée. Alors, il y a beaucoup d'Israéliens qui partent dans des mechinot, des cours de préparation à l'armée, qui prennent donc un an entre le lycée et le début du service. Donc c'est des préparations, on va dire, très physiques en général. Voilà, c'est des préparations physiques, des préparations qui demandent du temps, de l'argent, qui ne sont pas ouvertes à toute la population israélienne. Et on a donc décidé d'ouvrir des rencontres pour les lycéens qui n'ont pas forcément ces moyens-là, et surtout mettre l'accent sur l'aspect moral et éthique qui est derrière le service. Alors, c'est des questions très importantes auxquelles un jeune soldat de 18 ans est confronté. Par exemple, quand il y a une cible, est-ce qu'il faut tirer ? Est-ce que je vais toucher des civils ? Est-ce que ce sont des questions comme ça ? J'imagine que vous essayez de traiter. Le cas d'Elor Azaria, évidemment, j'imagine que vous parlez aussi de ce genre de choses. Alors, exactement. Beaucoup de dilemmes moraux. Et en gros, on ne prétend pas leur dire ce qu'ils devront faire pendant leur service. Ils ont pour ça une hiérarchie. Il ne s'agit pas d'être une alternative à droite et à essayer de mener la barque de l'armée à sa place. Mais on se base sur un document qui s'appelle Ruach Tzahal, l'esprit de Tzahal, qui décrit donc les missions de base et les valeurs fondamentales et derrière lesquels l'armée se tient. C'est une petite remise à jour dans la recrudescence d'articles sur Internet, dans la presse, etc. Sur Tzahal, on perd un peu le fil. Et puis quand on reçoit aussi beaucoup de l'extérieur, des attaques très violentes de notre armée, j'imagine aussi que pour la jeunesse, c'est parfois compliqué de s'identifier. Ça, c'est aussi dans cette ligne-là que vous faites ce genre d'action ? C'est compliqué de s'identifier, ça crée des fois une réaction anti. C'est-à-dire que si on diabolise Tzahal, alors finalement ces jeunes-là dont le grand frère et les cousins sont à l'armée et vont adopter la vision simpliste de Tzahal qu'on peut lire parfois dans les médias. Et
mais sans comprendre justement que c'est tout simplement pas ce qui se passe vraiment. Et ils vont l'adopter, ils vont devenir, au risque de devenir pour. Et donc, ce qu'on essaie de faire dans cette série d'une dizaine de rencontres qu'on fait dans des lycées au travers d'Israël. Dans toutes les villes d'Israël, à peu près. Dans une quinzaine de lycées en Israël, à Jérusalem, dans le sud, vraiment dans la périphérie, même sociale et géographique d'Israël. C'est important pour nous, justement, de toucher cette population-là. Et on vient donc toucher à ces valeurs-là parce qu'on pense qu'elles n'ont pas été choisies au hasard. Tsahal, en tant que l'armée du peuple, elle choisit des valeurs qui sont des valeurs que n'importe quel citoyen doit accepter ou doit connaître en tout cas. Ouais. Et donc, c'est un petit peu aussi des cours de citoyenneté. Cours de civisme. Ce cours de civisme. Et qu'on leur donne. D'accord. Mais c'est aussi, j'imagine, un lieu d'échange. Il y a des débats qui doivent naître de ces rencontres, des débats salutaires sûrement. Alors, et c'est important le débat parce que, comme on l'a dit, le but c'est pas vraiment de leur donner des ordres sur ce qu'ils devront faire dans 2 ou 3 ans. Et c'est leur faire comprendre. Ni une pensée unique, pas du tout. Ni une pensée unique. C'est leur faire comprendre quelles sont les valeurs et quelles sont les idées qui sont derrière leur comportement qu'on attend d'eux et le pourquoi du comment. Et on pense que justement quelqu'un qui décide de faire l'action X ou l'action Y en connaissance de cause et en connaissance de la signification morale de ce qu'il fait et de la signification aussi de ce que les médias peuvent voir et de la conduite du comportement de l'armée, de pouvoir comprendre qu'il n'est jamais tout seul dans mais qui est un représentant finalement de la société israélienne. Et ça c'est la première année qu'il existe ce programme ou c'est quelque chose c'est la 4e année. 4e année. Et petit à petit on grandit. Ouais, et vous augmentez le nombre d'écoles qui participent, j'imagine, à ce chouette programme de 10 rencontres sur l'esprit de Tsahal et ses valeurs fondamentales. Alors ça, c'est un projet parmi d'autres. On ne va pas tout dévoiler, mais en tout cas, on peut bien sûr s'intéresser aux parutions du Mahon, parce que vous faites aussi beaucoup d'articles. On peut monter sur votre site internet izs.org.il et même monter sur votre page Facebook. Vous publiez à peu près... une recherche par mois, quelque chose comme ça? Voilà, c'est des recherches vraiment sur tous les sujets, sur le conflit entre guillemets israélo-palestinien, mais aussi sur la société civile israélienne, relation entre religion et État par exemple, niveau économique aussi. Mais ça manquait quand même un endroit où on pouvait réfléchir, comme vous dites, à long terme. Ça n'existait pas, en tout cas jusqu'à présent. Voilà, c'est un petit peu en développement. Et il y a beaucoup d'organisations, encore une fois, de gauche qui existaient. Et on a essayé de donner une alternative de droite à ce sujet-là. D'accord. Alors, vous avez un autre projet qui s'appelle Zehut Yerushalayim. Zot Yerushalayim, pardon. Ouais. Et donc, ceci Jérusalem, voici Jérusalem. Au sens où le monde entier nous parle de Jérusalem à longueur de journée. Et Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, et il y a un décalage incroyable entre ça. Les gens parlent sans savoir et le quelle niveau de réalité se cache derrière ce mot Jérusalem. Et savoir qu'est-ce que ça veut dire, donc Jérusalem-Est par exemple, combien d'habitants, qui sont-ils, comment ça s'est développé. Et donc, on a voulu remédier à ce manque de connaissances qui est parfois aussi de côté israélien. Et on a donc lancé une série de visites de siourim géopolitiques dans la ville, entre ouest et est, entre quartiers juifs et arabes, pour comprendre cette réalité qui est complexe et comprendre justement le coût d'une division de Jérusalem dont qu'on essaie de nous vendre. Parce qu'après tout, c'est intéressant de ne pas avoir peur de se confronter à tout ce qu'on nous conseille de faire. Donc vous rentrez vraiment dans le vif du sujet et vous dites pourquoi pas diviser la ville et voir qu'est-ce que ça aurait comme conséquences. Et voilà, voit donc que les conséquences elles sont extrêmement négatives pour les deux populations, et juives et arabes. On voit que la population arabe locale n'est pas pour une division de la ville et un retour à ce qui se passait jusqu'en 67 avec un mur au milieu de la ville. Dans le monde entier, on essaie justement d'avoir des villes unies et ouvertes, et à Jérusalem, on essaie de nous vendre une situation différente. Et au contraire, on essaie de montrer justement quels sont ses avantages, malgré une situation, encore une fois, qui est complexe, qu'il ne faut pas cacher. On essaie de montrer quels sont les avantages
d'une ville qui depuis 50 ans unie, et où les gens peuvent travailler des deux côtés, se balader des deux côtés. Alors, vous nous parlez de l'organisation d'un siour, d'une visite de la ville. C'est une fois par mois. Tout le monde peut y participer? Les adultes peuvent y participer, ceux qui sont intéressés? On a des groupes d'étudiants, des groupes venus de l'étranger qui nous... avec qui on fait qui nous sollicitent, mais au-delà de ça, une fois par mois, des visites qui sont donc ouvertes au grand public. Et ça, c'est vachement intéressant pour nous. Alors, pour ceux qui sont capables d'écouter de l'hébreu pendant 3-4 heures, et c'est extrêmement recommandé. Et on en a par exemple jeudi prochain, jeudi soir, le 28 mai. Alors, 28 juin. 28 juin, en effet. Ok. Et à 6h au Yes Planet, le cinéma qui est à côté de route de Hebron. Et la prochaine, elle aura lieu quand? Et celle d'après, il y en a au mois de juillet, j'ai pas la date en tête. Vous n'avez pas encore la date, ok. Et donc, c'est ouvert au grand public. C'est intéressant, c'est beaucoup de données sur quelle est cette réalité. Ça coûte pas très cher en plus. 30 shekels. Voilà, donc c'est tout à fait abordable. En tout cas, c'est vraiment un bon moyen d'être au cœur de l'information, mais vraiment, c'est pas une information qui sera tronquée cette fois. Alors justement, on a pris des morédaires, des guides de randonnée qui sont spécialisés à Jérusalem qui se spécialisent sur Jérusalem depuis des années, qui sont reconnus pour leur capacité. On a le mois dernier, quand le président du Paraguay est venu faire l'inauguration de l'ambassade de son pays à Jérusalem, il s'est arrêté 2 heures avec nous pour faire cette visite. Et donc apparemment, c'est quelque chose qui est suffisamment important aux yeux de la diplomatie sud-américaine. Et... Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Alors, j'imagine que vous mettez aussi en valeur ce qui se passe de bien dans ces quartiers est de Jérusalem, cette partie est de la ville, et vous leur donnez aussi la parole, vous nous expliquez en fait leur vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de très nouveau, c'est que pour la première fois, depuis 1968, ils vont participer, les Arabes israéliens vont participer aux élections municipales de la ville. Voilà. Et ils ont, c'est nouveau. C'est extrêmement nouveau. Et la situation des habitants arabes de Jérusalem, elle est comme cela. Et ils ont un statut pour la plupart, ils ont un statut de résident permanent. Et ceux qui le veulent peuvent demander la citoyenneté, mais la plupart ne l'ont pas fait. Donc ils peuvent voter théoriquement aux élections municipales et pas aux élections nationales. Mais dans les faits, il y a eu un fort boycott au cours des années contre la participation et contre le fait de se présenter comme candidat à de telles élections. Et on voit cette année que ça change énormément. Et on a des intentions de vote qui sont autour de 60%. On a des candidats arabes, une liste de candidats arabes pour la mairie. Et alors, nous, on pense que c'est extrêmement positif. C'est-à-dire en tant que personnes qui sont pour l'unification de la ville, pour vraiment garder Jérusalem comme capitale éternelle du peuple juif. Alors on comprend qu'avec une population arabe de 40%, on ne peut pas se permettre qu'ils ne participent pas à ces élections. Et on veut renforcer justement ce processus d'israélisation de la société arabe de Jérusalem. Alors, quand on connaît la société arabe de Jérusalem, justement, en général, il y a beaucoup d'intimidation pour les empêcher d'aller voter. C'est pas toujours très bien vu, ce qu'on appelle la normalisation entre Israël et les Israéliens, juifs israéliens et les Arabes israéliens. Donc, ça avance de ce côté-là, voilà. Ça commence à changer. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a un gros mot dans la société arabe de Jérusalem, c'est tadbir, la normalisation des relations avec... Tadbia, c'est en arabe. Voilà, la naturalisation, la normalisation des relations avec Israël. Et ça reste encore un tabou. Mais dans les faits, ces forces qui sont pour le boycott, qui sont contre la normalisation, elles sont beaucoup plus faibles ces dernières années. Et c'est pour ça qu'on a ce changement qu'on voit à l'aune des élections, mais qui reflète quelque chose qui se passe depuis des années. On a parlé de 60% d'intention de vote. On verra ce que ça va donner. D'habitude, c'est entre 1 ou 2% de participation. C'était ce qu'il y avait. On va voir comment... Mais même si on passe de 2 à 15 ou de 2 à 20%, on a déjà un changement qui est extrêmement fort. On doit se rappeler que depuis les dernières élections municipales,
on a eu une guerre à Gaza, Tsoketan, on a eu l'intifada des couteaux. Et malgré ces traumatismes-là dans la société de Jérusalem, et on a un changement de fond, de long terme, qui est beaucoup plus fort. Et Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'après 50 ans de boycott, quand vous vous levez le matin dans votre quartier à Jabal el-Moukaber ou à Beit Hanina et que vous voyez que les services municipaux sont beaucoup moins développés que quand vous avez travaillé à Givat Shaul, et vous comprenez que vous avez un intérêt concret à faire ça. C'est-à-dire que ces habitants, ils ne sont pas devenus des sionistes purs et durs, mais ils ont compris, ou ils comprennent progressivement, ils ont un intérêt qu'on ne va pas disparaître demain, ils ne vont pas disparaître demain, et qu'il y a un intérêt justement à une vie commune, et surtout sous une gouvernance israélienne qui est quand même beaucoup plus démocratique et apaisée que ce qui se passe dans l'autorité palestinienne. Donc on comprend ce discours qu'on voit, cette façon de penser du Machon Strategia Tzionut. Les Tzionut est assez nouveau parce qu'on pourrait, ce que vous avez dit que vous étiez, en tout cas le Machon, plutôt de droite. C'est assez nouveau d'entendre ça. Et d'ailleurs, vous avez considéré que laisser le monopole des droits de l'homme, soit à l'Europe qui nous critique sans cesse, soit aux organisations d'extrême gauche comme, on va dire, Shovrim Shtika ou B'Tselem, eh bien, c'était une erreur de la part de la droite israélienne. C'est une erreur de long terme. Et c'est une erreur où beaucoup de gens à droite ont peur de s'occuper de ça parce qu'ils ont peur justement qu'on les présente comme d'extrême gauche, recevant de l'argent du Keren Hadassah Israël. Et donc on a décidé justement de ne pas laisser ce monopole-là. Parce que... Donc ça, c'est un autre projet dont vous C'est un projet, ça s'appelle Zchuyot Adam Kachol Lavan, droit de l'homme bleu et blanc, donc... avec un ton sioniste israélien. Et on n'a pas peur de s'occuper de ça parce que quand on regarde concrètement ce qui se passe dans la réalité, au-delà des grands codes qu'on nous répète à longueur de journée, et on s'aperçoit que justement les principaux problèmes des Arabes israéliens, mais aussi des Palestiniens, sont des problèmes concrets de bureaucratie, d'administration, et qui sont solubles. Même sans parler du conflit avec un C majuscule ou de la paix ou de ce genre de choses que j'appelle des gros mots, c'est-à-dire qu'on s'en occupe tout le temps et on ne s'occupe pas de la réalité sur le terrain. Voilà, la vie concrète de ces habitants qui sont souvent confrontés à des problèmes de bureaucratie, notamment à cause de la langue. On peut comprendre quand on parle arabe et qu'en face de soi on a des Israéliens qui ne parlent pas forcément l'arabe, c'est compliqué. C'est comme quand on est nouvel immigrant et qu'on parle français, qu'on arrive devant une administration tout en hébreu, on est un peu perdu et c'est leur cas. Exactement, et c'est encore pire parce que c'est une administration qui est donc militaire dans les faits. C'est-à-dire que en tant que groupe de droite, on pourrait être pour l'annexation de la Judée-Samarie, mais dans les faits, c'est pas encore le cas. Alors, au-delà donc des grandes volontés idéologiques de droite et de gauche, on peut voir cette réalité-là où c'est extrêmement difficile de faire valoir ses droits, de savoir qui se tourner. On a parlé de recherche tout à l'heure, quand on fait de la recherche qui est liée un petit peu à ce qui se passe dans les territoires. Même nous, comme organisation, qui avons quand même pas mal de liens dans l'administration israélienne, pour avoir les données exactes, c'est extrêmement compliqué. Alors, si vous êtes ouvrier palestinien et que vous devez savoir ce qui se passe entre la langue et la bureaucratie et tout le reste, c'est extrêmement compliqué, en effet. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les aider concrètement sur le terrain ? Alors, nous, on les rencontre au petit matin, quand c'est plus compliqué de parler d'idéologie. Et c'est-à-dire qu'il y a des... Quand ils passent en Israël, voilà, ça, dans leur point de passage. En gros, de l'ordre de 80 000 Palestiniens qui rentrent légalement en Israël par jour. Je ne parle pas donc de gens qui rentrent sans permis. La plupart d'entre eux sont des ouvriers qui viennent travailler dans la construction, le nettoyage, un petit peu tout dans les grandes villes israéliennes. Et qui donc... rentrent tous vers 5 heures du matin, entre 5 et 7 heures du matin en Israël. On les rencontre là-bas avec nos volontaires et on récupère leurs informations s'ils ont des problèmes spécifiques. Ils savent qui on est, ils savent qu'on n'est pas forcément... Ce sont des volontaires en fait. Voilà. Et ce sont des volontaires qui sont des étudiants généralement. Et qui ont un petit peu de... Qui parlent arabe ? Et qui parlent arabe, en effet, pour la plupart d'entre eux. Mm-hmm. C'est un des critères, justement, pour casser cette barrière de la langue.
Et même si beaucoup d'ouvriers parlent hébreu, mais qu'il y a un petit peu un hébreu de base, des fois, de façon à lier ils ont un petit peu de mal des fois à exprimer des problèmes spécifiques et qui ne sont pas liés forcément au travail et à la langue qu'ils parlent tous les jours. Et donc, quand on les rencontre, ces ouvriers-là savent se tourner vers nous, savent qu'au-delà des différences idéologies et tout, ils peuvent s'adresser à nous pour résoudre des problèmes concrets et qu'il peut avoir en termes de permis, renouvellement de permis, en termes de situation familiale. Vous parlez de permis, on sait que dans la société palestinienne, il y a beaucoup de problèmes de corruption. Est-ce que ce sont des notions qui vont forcément, des questions qui vont forcément avoir des répercussions dans leur vie par rapport à justement des permis, des choses comme ça? Est-ce que ça vient jusqu'à vous, ces problèmes de production? Est-ce qu'ils s'ouvrent à vous de ce genre de problèmes? Alors, les problèmes de corruption au sein de la société palestinienne, ils existent. En effet, ils sont pour nous, en tant qu'Israéliens, beaucoup plus compliqués à faire valoir et à régler parce qu'on n'a absolument aucun contact avec ce qui peut se passer dans la mairie de Bethléem et où il y a des vrais problèmes de corruption, notamment en termes d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, qui sont extrêmement contrôlés par les clans qui sont proches de l'autorité palestinienne. Mais c'est important pour beaucoup de Palestiniens de savoir que ces problèmes, on en a conscience aussi en Israël, qu'on en a conscience de par le monde, parce qu'ils se trouvent un petit peu justement entre deux eaux. Et d'un côté, ils ont des problèmes face à la société israélienne qui sont extrêmement... sur lesquels il y a extrêmement beaucoup de médias vers lesquels se tourner. Et il n'y a pas de problème à ce point-là. Mais d'un autre côté, justement, sur ces problèmes concrets qu'ils peuvent avoir face à Israël ou face à l'autorité palestinienne, ils n'ont absolument personne. Et donc, au-delà vraiment de régler le problème, savoir qu'ils ont un interlocuteur, savoir qu'on a conscience des problèmes et que même si c'est du long terme, on essaie de les régler. C'est important pour eux. Comment vous êtes perçu par ces organisations de gauche, d'extrême gauche dont on a parlé tout à l'heure, qui en général ce sont elles qui font ce genre de travail? Comment ils vous perçoivent? Alors, si vous leur demandez, ils vous diront qu'on essaie un petit peu de cacher la réalité de l'occupation, la réalité du gouvernement de droite ou je ne sais quoi. Et dans les faits... Vous êtes ensemble parfois sur le terrain? Sur le terrain, des fois, on les voit. Et il y a peu de contacts. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent généralement prendre en photo les soldats dans les points de passage, dire que tel jour, il y a eu une queue plus longue que d'autres, sans comprendre vraiment ce qui se passe, pourquoi il y a ce genre de problème. Et je dois dire que, par exemple, il y a à peu près 1 an, il y a eu dans les tribunaux israéliens un cas qui a été présenté par des Palestiniens qui ont subi de la torture par l'autorité palestinienne et qui ont donc voulu récupérer donc de l'argent pour ces dommages qui leur ont été causés et qui ont eu gain de cause dans les tribunaux israéliens, mais qui n'ont eu absolument aucune aide de ces organisations de droits de l'homme, entre guillemets, qui sont plus intéressées par les questions politiques que par les questions concrètes de droits de l'homme. Ils ont été indemnisés par les... Ils ont été indemnisés, ils sont en cours d'indemnisation par les tribunaux israéliens, c'est-à-dire que l'argent qui est versé à l'autorité palestinienne, il y a une partie qui est retenue, qui a été retenue pour leur être versée. Ces victimes de torture. Okay. Et donc nous avons accompagné au cours de ce procès. On les a accompagnés même après pour faire valoir à quel degré de handicap ils pouvaient présenter du fait de ces tortures. Et alors, on n'a absolument aucun problème que d'autres organisations s'occupent de ça, même si elles sont d'un background idéologique différent. Mais c'est dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé, parce que c'est des organisations qui sont liées de façon extrêmement proche à l'autorité palestinienne, donc qui n'ont pas forcément envie de se mettre en désaccord avec elle. Bon, en tout cas, c'était très intéressant de vous entendre parler sur des sujets dont on parle peu, ou en tout cas pas en détail comme ça. On a parfois du mal à saisir la réalité qu'il recouvre. Donc là, c'était le Machon Strategia Tzionut, les Tzionut. On peut
lire les publications, on peut profiter de vos visites. C'est ouvert à tous et c'est important de le savoir, surtout, je pense aux nouveaux immigrants qui arrivent, qui ne connaissent pas, qui s'intéressent à ces questions de politique, à ces questions aussi de citoyenneté, tout simplement. Vivre à Jérusalem, qu'est-ce que ça recoupe comme réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses? Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Nissim Toboul, d'être venu nous avoir parlé de ce sujet passionnant. À bientôt. Bonne journée. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.